Voit la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la voix, et j'entends dans la musique Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la polyarthrite rhumatoïde, qui est la principale maladie rhumatismale chronique. Sa fréquence, qui est d'environ 1% dans les pays anglo-saxons, n'est pas exactement connue en France. Mais cette maladie n'est pas exceptionnelle, puisqu'en près de 20 ans, nous avons reconnu ou suivi environ 1500 cas. Cette maladie, qui atteint plus souvent la femme que l'homme, dans la proportion de 3 ou 4 pour 1, frappe les articulations des membres avec une certaine symétrie et avec une prédilection pour les mains et les poignets. Elle tend peu à peu à les déformer, voire à les détruire. Elle est douloureuse en l'absence de traitement, avec une douleur de chaque instant et de chaque geste. Et nous l'avons mieux compris lorsque certains de nos malades nous ont dit, à l'occasion d'une rémission complète obtenue par le traitement, « Docteur, nous avons redécouvert ce que c'était que de ne plus souffrir tout le temps. » Des personnages célèbres en ont été atteints, et notamment Renoir, Monet, Colette, Édith Piaf. Cette maladie peut aboutir à d'importantes déformations, comme celle des mains de Renoir, comme ses genoux ou ses mains dont vous voyez les clichés ou les photos. On mesure donc tout ce que la polyarthrite rhumatoïde peut engendrer de douleurs physiques, de handicaps fonctionnels dans la vie personnelle, familiale ou professionnelle, de souffrances morales aussi pour ceux qui en sont atteints. C'est aussi faire comprendre que nous, médecins, nous ne devons pas nous contenter de demi-mesures dans le traitement de ces malades et que le maximum doit être fait pour tenter d'enrayer le cours de cette maladie. La polyarthrite est une maladie générale à expression articulaire prédominante. Deux traits essentiels la caractérisent, une synovite inflammatoire chronique, une évolutivité qui tend à persister des dizaines d'années. Nous en parlerons successivement. La synovite rhumatoïde tout d'abord. Quelques schémas vont nous permettre de nous rappeler ce qui se passe. Voici le schéma d'une articulation normale, constituée d'épiphyses osseuses revêtues de cartilage, avec un sac fibreux d'attache, la capsule articulaire et les ligaments, tapissé à sa face interne de la synoviale qui sécrète la synovie. Par opposition à l'arthrose, caractérisée par la détérioration du cartilage, la synovite se caractérise par une inflammation de la synoviale qui gonfle, s'épaissit, sécrète un épanchement, inflammatoire évidemment. Dans les cas typiques, l'examen anatomopathologique de la synoviale montre un aspect très particulier, représenté sur ce schéma. On retiendra notamment l'hyperplasie des villosités, qui peut devenir très importante, et la présence d'infiltrats lymphoplasmocytaires. Une coupe microscopique montre la réalité de l'hyperplasie synoviale et de l'infiltrat lymphoplasmocytaire. Comment se traduit cliniquement cette synovite? Par des douleurs de type inflammatoire, un gonflement articulaire, une augmentation de la chaleur locale et une limitation de la mobilité, tout caractère que l'examen clinique met aisément en évidence.
Cette synovite est très particulière par sa persistance et par son caractère prolifératif. L'hyperplasie des villosités, envahie de tissus inflammatoires, s'accroît peu à peu et aboutit à la formation de ce qu'on nomme le pannus et qui se présente sous la forme de véritables bourgeons dans les cul-de-sac synoviaux ou de languettes qui s'insinuent dans l'interligne articulaire. C'est le pannus qui adhère au cartilage et le détruit, provoquant le pincement articulaire radiologique, qui pénètre dans l'extrémité épiphysaire et détermine la formation d'érosion et de géones, et qui désinsère parfois la capsule articulaire et les ligaments, provoquant des désaxations articulaires, voire des subluxations. Nous allons retrouver sur quelques clichés les images présentées ici. C'est pour réduire ce pannus si agressif pour le cartilage, les extrémités osseuses et les ligaments et tenter de protéger l'articulation que l'on fait souvent, en plus du traitement général, des traitements locaux, injection intra-articulaire de corticoïdes, synoviorthèse à l'acide osmique ou isotopique, synovectomie chirurgicale. Nous avons vu comment se font les destructions ostéo-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde. En fait, deux modalités évolutives s'observent. Chez certains malades, les destructions progressent peu à peu, aboutissant parfois à des dislocations articulaires plus ou moins accentuées et dont l'aspect clinique varie selon l'articulation concernée. Tandis que, chez d'autres malades, une néogénèse conjonctive succède à la destruction par le pannus et aboutit à une ankylose progressive, d'abord fibreuse, puis osseuse. Le poignet de certains malades enraidi par la carpute fusionnante est un des exemples de ces ankyloses. L'évolutivité de la maladie, qui est son second trait essentiel, est également un phénomène bien singulier. Une fois déclenchée, la maladie continue à évoluer, dans la plupart des cas, pendant des dizaines et des dizaines d'années, en l'absence de traitement. Cette évolution est rarement continue. Elle se fait surtout par poussée, entrecoupée de rémissions, comme nous avons tenté de le représenter sur le schéma que voici. Chaque poussée se traduit par une accentuation de la synovite sur les articulations déjà touchées, et donc des lésions ostéo-articulaires, mais également par de nouvelles atteintes, comme le montre ce schéma. Ces poussées sont parfois déclenchées par une infection saisonnière ou dentaire, et vous savez avec quel soin il faut les rechercher et les traiter. Elles sont parfois déclenchées par un choc psychologique, mais surviennent également parfois sans cause déclenchante apparente. L'évolutivité de la maladie, ou mieux son activité, doit être régulièrement suivie chez les malades sur des critères cliniques, biologiques et thérapeutiques, et en particulier sur la vitesse de sédimentation et le taux des protéines de l'inflammation. C'est cette activité que nous nous efforçons de réduire par certains médicaments que nous appelons traitement de fond de la maladie ou médication à action lente de la polyarthrite rhumatoïde. À ce propos, je voudrais insister tout particulièrement sur le fait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont très utiles pour réduire la synovite, n'ont aucun effet pour ralentir ou diminuer l'activité de la maladie. Celle-ci nécessite absolument l'institution d'un traitement de fond par les médications dites à action lente. Nous avons dit que la polyarthrite était une maladie générale à expression articulaire prédominante, et nous avons vu que son activité pouvait varier dans le cours de l'évolution. Diverses modalités évolutives s'observent en effet. La maladie peut continuer à évoluer par poussée et rémission. Elle peut entrer en rémission presque complète et même complète, avec une apparence de guérison grâce au traitement, et cela s'observe de plus en plus souvent. Elle peut aussi
malheureusement devenir plus active, se compliquer d'un syndrome de Gouge-Rojogren, d'un syndrome de Felty, de localisation musculaire, péricardique, oculaire, etc. Et même devenir maligne en se compliquant de vascularites responsables de nécrose cutanée, de multinévrite en particulier. Ces dernières formes sont rares, fort heureusement, mais elles nécessitent des traitements très particuliers à mettre en œuvre très rapidement et dans des milieux spécialisés. Il nous reste une importante question à aborder. Pourquoi fait-on une polyarthrite rhumatoïde? De nombreux arguments permettent aujourd'hui de penser que la synovite rhumatoïde est une synovite auto-immune et de ce fait auto-entretenue. On a découvert dans le sang de sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde et dans le liquide articulaire de leurs arthrites des substances appelées facteurs rhumatoïdes. De quoi s'agit-il? Ce sont des immunoglobulines anormales qui se comportent comme des anticorps contre nos propres immunoglobulines G normales. Ces facteurs rhumatoïdes sont le plus souvent des IgM, détectables par les réactions de latex et de valérose, et lorsque ces réactions sont positives chez un sujet atteint de polyarthrite rhumatoïde, nous disons qu'il s'agit d'une polyarthrite séropositive, mais ils sont parfois de classe IgG ou IgA, et dans ce cas, les réactions précédentes sont négatives, on parle alors de polyarthrite séronégative. Latex et valérose sont positifs dans 80% des polyarthrites et négatifs dans les 20% restants. On ne saurait donc écarter le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde devant un valérose négatif. Le rôle des facteurs rhumatoïdes dans la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde ne peut qu'être effleuré ici. Un anticorps, c'est comme un missile à tête chercheuse qui file sur sa cible. Dans l'articulation, le facteur rhumatoïde va se bloquer sur l'IgG normal en attirant le complément et former ainsi un complexe immun. De ce fait, le système complémentaire se trouve activé, déclenchant une vasodilatation, un afflux de polynucléaires. Ceux-ci vont phagocyter les complexes immuns, libérer des enzymes lysosomiales qui provoquent puis entretiennent et qui déterminent également des altérations tissulaires dont certains produits peuvent susciter la formation de nouveaux facteurs rhumatoïdes et le cycle recommence et se poursuit. Une question surgit cependant à ce propos. Il n'est pas exceptionnel d'observer chez certains sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde des arthrites transitoires, alors que les autres atteintes sont plus constantes. Pourquoi? Dans certains rhumatismes palindromiques à sérologie rhumatoïde positive, les arthrites inflammatoires ne durent qu'1 ou 2 jours. Pourquoi? On ne sait malheureusement pas pourquoi les phénomènes inflammatoires d'atteinte synoviale s'arrêtent ici et se poursuivent là. Il y a sûrement ici une voie de recherche. Mais pourquoi fait-on des anticorps contre soi-même ou contre un de ses propres constituants normaux? Chacun de nous est un être unique, différent des autres, comparable à une entreprise privée, très protégée et qui dispose contre les intrus éventuels de veilleurs, d'agents de liaison et de combattants. L'ensemble de ces moyens constituant le système immunitaire avec ces 2 types de réponses, cellulaire et humorale. On pourrait dire, de façon imagée sans doute, que la polyarthrite rhumatoïde est un drame de l'autodéfense. Pourquoi? Certaines de nos IgG sont-elles altérées à l'origine de la maladie par un virus, celui d'Epstein-Barr par exemple, ou d'autres, ou bien par une substance chimique, ou bien par une erreur enzymatique ou biochimique? C'est possible, on ne le sait pas encore. N'y a-t-il pas, chez ces malades, une susceptibilité excessive de leur système immunitaire qui déclencherait
pour un prétexte futile la maladie et l'entretiendrait. Cela paraît vraisemblable. Le fait que le risque de présenter une polyarthrite rhumatoïde soit 3 fois plus grand chez les descendants d'un malade que dans une population témoin permet de parler de prédisposition génétique au moins de certains sujets. En outre, la présence de l'antigène HLA-DR4 chez la moitié des sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde, alors que cet antigène n'est présent que chez 12 à 15% des témoins, serait un argument d'appoint supplémentaire, d'autant plus que le locus DR semble intervenir dans la régulation immunitaire. Il n'est pas possible aujourd'hui d'aller plus loin. Et si on a beaucoup progressé dans la connaissance de la polyarthrite rhumatoïde, il y a encore bien des progrès à faire et nous en sommes tous conscients. Mais revenons à la pratique médicale et si vous le voulez bien, nous allons examiner maintenant un sujet atteint de polyarthrite rhumatoïde. Voici une patiente qui a commencé sa maladie il y a un peu plus d'1 an. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous depuis la dernière fois que nous sommes vus? Ça s'améliore un petit peu, mais enfin j'ai toujours les souffrances pareilles. Toujours. Est-ce que vous êtes réveillé la nuit par des douleurs? Ah oui, presque toujours vers 3h30, 4h, ça me prend assez. Est-ce que vous pouvez vous rendormir? Ah non, jamais. Je suis toujours réveillée depuis 3h30, 4h. Ouais. Oui. Et le matin, est-ce que vous vous sentez raide? Ah oui, pendant à peu près 1 heure, j'ai du mal à mes articulations. Donc il existe une recrudescence nocturne des douleurs et une raideur matinale avec un dérouillage d'environ 1 heure. Oui. Quelles articulations vous font le plus souffrir actuellement? C'est-à-dire le coude, mon pouce là surtout, qui est assez important, et puis mes doigts. Bien. Quand j'appuie sur les articulations, est-ce que je fais mal? Ah oui. Des articulations du doigt. Surtout mon pouce en général. Et là, est-ce que c'est douloureux? Les trois premiers doigts, là, c'est surtout. Quand j'appuie? Oui. Donc il existe une atteinte des interphalangiennes proximales, essentiellement les 3 médianes et des 2 métacarpophalangiennes. Est-ce que le poignet est douloureux? Ah oui, aussi c'est pareil. Quand je fais ça? Quand j'appuie ici aussi? Pareil. Votre coude est douloureux? Oui, puis l'épaule, Et l'autre main? c'est pareil. Moins douloureuse que l'autre. Je fais mal, madame? Oui, ici, aux articulations. Fait. Là aussi? Là aussi, oui. Là aussi, une atteinte des interphalangiennes proximales et des métacarpophalangiennes. Ce poignet, par contre, est pratiquement normal. Ce coude aussi. Moins douloureux, oui. Cette épaule est douloureuse. Un petit peu, mais moins que l'autre. Celle-là vous fait mal, par Oui. contre. Est-ce que vous avez mal à la nuque, quelquefois? Ah oui, souvent. Je ne peux pas coucher d'ailleurs sur une tête d'oreiller, je suis toujours à plat. Oui. Je fais mal? J'ai toujours la nuque très chaude. Oui. Eh bien, on va faire des clichés radiographiques et on fera même un cliché en flexion de votre cou. Aux membres inférieurs. Est-ce que vous avez mal aux hanches? Non, j'ai eu une petite... on m'a fait une infiltration, depuis j'ai plus l'air d'en souffrir. Là, alors, là, ça me fait souffrir. Faites ça. Il existe aussi donc une douleur à la mobilisation de la hanche droite. Le genou est tuméfié avec un gros épanchement et une réaction synoviale. Par contre, le genou gauche ne fait pas mal. Non. Bien. Les articulations des pieds, est-ce que je fais mal? Oui, monsieur. Donc des douleurs sur les MTP. Oui. Particulièrement la 2e et la 3e. À l'autre pied, Un petit peu, mais moins que l'autre pied. c'est moins douloureux de ce côté-là. C'est moins douloureux. La cheville est douloureuse Oui. et elle est limitée. C'est surtout ce côté-là qui me fait plus mal. Celle-là est douloureuse et limitée aussi. Enfin, les articulations médiotarsiennes ne sont pas douloureuses. En résumé, ce qui prédomine chez cette malade actuellement, c'est une atteinte du genou. Il existe aussi des atteintes des métatarso-phalangiennes, une atteinte
des articulations des mains et tout particulièrement du poignet gauche, et enfin une atteinte de la nuque qui sera radiographiée. Cette malade qui vient d'être examinée illustre bien plusieurs points de cette présentation. Sa polyarthrite est séropositive, elle a été traitée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens seulement, ce qui a bien réduit les signes inflammatoires locaux, mais n'a pas empêché la survenue de nouvelles poussées polyarticulaires. Nous venons d'ailleurs de commencer chez elle un traitement de fond par les sels d'or. C'était là une forme de début. Il n'est pas possible de tout dire ici sur la polyarthrite rhumatoïde, sur ses modalités initiales, sur son évolution, sur sa thérapeutique. Mais nous tenterons de montrer ce que peut faire la maladie au cours des années sur quelques-unes de ses localisations. Nous verrons ensemble, successivement, la main rhumatoïde, le pied rhumatoïde, l'atteinte de la nuque, et nous dirons seulement quelques mots du genou. À la main et au poignet, la maladie rhumatoïde touche préférentiellement les interphalangiennes proximales, les métacarpophalangiennes et les diverses articulations du poignet. Dans les formes bien suivies et bien contrôlées par le traitement, nous obtenons une stabilisation des lésions. Voici par exemple l'observation d'une malade suivie pendant 13 ans à partir de 1970. Au début, cette malade a été traitée pendant 3 ans par aspirine, 2 à 3 grammes par jour, et l'association antipaludéenne synthèse et sel d'or comme traitement de fond. Puis les sels d'or ont été suspendus pendant 1 an et après une rechute, repris de façon intermittente par période prolongée. En même temps, on infiltre à intervalles éloignés les petites articulations où se produit un réveil inflammatoire. C'est seulement la 10e année que l'inefficacité des sels d'or, heureusement bien tolérée, devient évidente et que l'on passe à la dépénicillamine et à un anti-inflammatoire non stéroïdien. La dépénicillamine est interrompue au bout de 8 mois pour une protéinurie à 1,50 g par litre qui régresse spontanément en quelques mois. Après des synoviorthèses des poignets et de nouvelles infiltrations des métacarpophalangiennes, des interphalangiennes proximales et de plusieurs gaines synoviales, cette malade, après 13 ans d'évolution, a des mains à peine déformées et des lésions radiographiques minimes. Mais dans les formes très actives ou insuffisamment traitées, la progression des altérations anatomiques peut aboutir à des lésions sévères bien mises en évidence par ces radiographies. Pincement et dislocation du carpe qui se luxe en avant, pincement et subluxation des petites articulations des mains, métacarpophalangiennes en particulier, résorption de certains groupes osseux parfois, comme d'anciennes, suivies entre 1963 et 1967, désaxation enfin des doigts dans diverses directions. Cliniquement, on peut observer au poignet, outre l'élargissement visible de face, un gonflement dorsal dû à la ténosynovite des extenseurs et parfois à la saillie de la tête cubitale lorsque l'articulation radiocubitale inférieure est disloquée. À la main, on peut voir une déviation des doigts plus ou moins marquée vers le bord cubital de la main, un gonflement, variable aussi, des métacarpophalangiennes et interphalangiennes proximales, une rupture des tendons extenseurs des 2 derniers doigts du fait de la ténosynovite et de l'érosion des tendons sur la tête cubitale doublée du pénus. Et parfois aussi des lésions complexes des doigts, déformées et fixées en boutonnière, comme dans ce cas, ou en col de cygne chez d'autres. Le pouce peut être déformé en Z ou au contraire en baïonnette, ce qui gêne beaucoup l'appréhension. À la face palmaire de la main, les gaines synoviales sont volumineuses et il ne faut pas s'étonner de la fréquence des acroparesthésies qui traduisent une souffrance du nerf médian dans le canal carpien. C'est pour éviter ces diverses déformations, sources de handicap sévères, qu'il est absolument indispensable de compléter le traitement général, c'est-à-dire le traitement de fond et les anti-inflammatoires, par les traitements locaux. Ceux-ci comportent des infiltrations intra-articulaires ou dans les gaines synoviales,
par des corticoïdes retards qui freinent l'inflammation et ses conséquences articulaires et tendineuses pour de nombreux mois le plus souvent. Lorsque l'épanchement est important, des injections d'isotopes sont possibles aussi dans les petites articulations des mains. Il comporte aussi des orthèses de repos à porter la nuit pour s'opposer, comme chez cette malade dont les lésions sont encore peu marquées, à la déviation cubitale des doigts, à la flexion exagérée des métacarpophalangiennes et à l'ankylose du poignet en mauvaise position. Il faut aussi savoir demander le concours d'un ergothérapeute pour des exercices visant à conserver le jeu articulaire et une bonne trophicité musculaire sans aggraver les déformations, et savoir conseiller les aides techniques lorsque les difficultés fonctionnelles sont sévères. Certaines formes graves peuvent justifier un recours à la chirurgie. Depuis la diffusion des synoviotèses au poignet, on hésite, à tort sans doute parfois, à faire réaliser des synovectomies ou des arthrodèses du carpe, alors que ces interventions assurent souvent pour longtemps l'indolence et la solidité du poignet. Par contre, la suture chirurgicale d'un tendon doit être entreprise au plus tôt. Et de même, il ne faut pas hésiter à proposer rapidement la résection de la tête cubitale lorsque celle-ci menace les tendons extenseurs ou, à plus forte raison, lorsqu'elle a provoqué leur rupture. On peut enfin, comme dans ce cas, associer des petites interventions à visée ankylosante pour le pouce et des implants en silastique de Swanson qui restaurent une meilleure orientation des doigts et une fonction plus satisfaisante, même si leur avenir lointain n'est pas toujours parfait. On devine en effet la rupture, 7 ans après leur pose, de plusieurs implants, surtout à gauche. La déviation cubitale s'est reproduite, mais la fonction de la main reste bonne. Nous nous sommes étendus à dessein sur les atteintes de la main, car elles sont exemplaires pour le médecin et très éprouvantes pour le malade. Nous serons plus brefs sur les autres exemples que nous avons choisis. Presque aussi souvent que la main, la polyarthrite rhumatoïde peut toucher les pieds et entraîner notamment des subluxations ou des destructions des métatarso-phalangiennes, se traduisant par des déformations sévères comme dans ce cas. À ce stade, il n'y a souvent d'autres alternatives si l'on veut échapper aux nécroses et aux surinfections des points d'appui qui contraignent le malade à de longues périodes d'alitement, que la chirurgie de résection, alignement des têtes métatarsiennes avec ou sans conservation des orteils. Même imparfaite, comme chez cette malade, cette intervention apporte une amélioration réelle pour l'appui et la marche. Le médecin doit être plus attentif qu'il ne l'est en général aux atteintes débutantes du pied. Chez cette malade, l'examen au podoscope révèle seulement une perte de l'appui pulpaire des orteils qui sont en griffe. Mais c'est déjà le reflet d'une déformation en avant-piéron du fait de l'appui exagéré sur les têtes métatarsiennes. Et on lui rendra le plus grand service en lui prescrivant préventivement des semelles comportant une barre métatarsienne moyenne répartissant mieux les appuis. Chez cet autre, la déformation anarchique des orteils s'accompagne de corps dorsaux, reflet des conflits avec la chaussure, problème fréquent chez les polyarthritiques. On veillera donc à lui faire porter des chaussures adaptées, à bout très large et surélevé. On peut encore, dans les atteintes un peu complexes, faire réaliser un moulage direct sur le pied avec des mousses thermoformables telles que le plastazote. On obtient ainsi rapidement, après découpage et fraisage en regard des points d'appui, une semelle de décharge bien adaptée et confortable qui peut être glissée directement dans la chaussure. On veillera cependant à la renouveler tous les 3 mois environ. Nous dirons maintenant quelques mots des atteintes de la charnière cervico-occipitale où la maladie rhumatoïde peut entraîner des dislocations de l'articulation athlioïdo-axoïdienne et menacer la partie haute de la moelle cervicale. La luxation se traduit cliniquement par des douleurs de la nuque et une raideur cervicale, mais surtout
radiologiquement sur les clichés de profil en flexion par un élargissement supérieur à 3 mm chez l'adulte de l'espace entre le bord antérieur de l'odontoïde et l'arc antérieur de l'atlas. Parallèlement, l'arc postérieur de l'atlas vient rétrécir le canal médulaire et l'on comprend que certains malades, lors d'une chute, puissent constituer une quadriplégie brutale. Cette luxation peut rester mobile et n'apparaître qu'en flexion pour se corriger en extension, d'où la nécessité de demander expressément un cliché en flexion pour la dépister. Elle est liée à une distension ou une destruction du ligament croisé qui fixe l'odontoïde à l'arc antérieur de l'atlas et parfois aussi à une résorption partielle de l'odontoïde, comme le montre bien cette tomographie. Lorsque le diastasis est mobile et supérieur à 8 mm, les risques de compression bulbomédulaire sont particulièrement sérieux et la prudence impose de faire réaliser une arthrodèse avec cerclage qui stabilise la charnière, même si la réduction est incomplète, comme dans ce cas. Nous ne nous étendrons pas sur les atteintes des genoux, qui sont souvent initiales et faciles à diagnostiquer. Nous voudrions insister cependant sur la nécessité d'une recherche régulière, d'une laxité anormale ou d'un flessum que le malade peut aider à constituer par une mauvaise attitude lors de son sommeil, notamment s'il place un coussin sous ses genoux pour atténuer les douleurs. Il convient d'utiliser au maximum les traitements locaux par corticoïdes retard et dès que ceux-ci n'apportent plus une amélioration franche, des synoviorthèses soit à l'acide osmique chez les sujets jeunes, soit par isotope, notamment l'yttrium, après 40 ou 50 ans. Au fond, quelle que soit l'extension et la gravité des atteintes articulaires ou extra-articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde, il convient de toujours suivre un ensemble de mesures que je voudrais résumer maintenant. Il faut d'abord suivre de près l'activité de la maladie, avec des critères cliniques et biologiques simples. Les critères cliniques sont l'augmentation de volume et de chaleur des articulations périphériques, mais aussi des données d'interrogatoire telles que la douleur nocturne, éventuellement le nombre de réveils nocturnes, la longueur du dérouillage matinal, qui dans les maladies inflammatoires dépasse souvent 1 à 2 heures. Sur le plan des critères biologiques, on en restera à une vitesse de sédimentation accélérée et à une anémie. D'autre part, il convient de surveiller étroitement la stratégie thérapeutique, qui doit toujours comporter 3 lignes de front à faire évoluer parallèlement et de façon coordonnée. Ces 3 lignes de front sont le traitement de fond ou les médications à action lente, le traitement anti-inflammatoire quotidien et les traitements locaux. Les traitements de fond, nous ne pouvons pas tout dire ici, doivent être d'abord, dans l'ordre, les antipaludéens de synthèse dans les formes débutantes ou peu évolutives, puis les sels d'or, en sachant prolonger le plus longtemps possible, jusqu'à 10 ans, comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque c'est réalisable et bien supporté, cette thérapeutique. Ensuite, la dépénicillamine ou ses analogues. Pour le traitement anti-inflammatoire, le traitement de base reste l'aspirine, mais aux doses où elle est vraiment anti-inflammatoire, c'est-à-dire autour de 3 grammes par jour, en sachant utiliser des formes tamponnées ou enrobées.
Lorsque ce produit n'est plus suffisamment efficace ou est mal toléré, eh bien, nous disposons, grâce aux efforts de la recherche, de nombreux anti-inflammatoires non stéroïdiens, très diversifiés dans leur formule et leur mode d'action, qui assurent longtemps un bon confort aux malades. Le passage à la corticothérapie, que je situerai entre les traitements de fond et les traitements anti-inflammatoires, doit être une étape à franchir le plus tard possible dans l'histoire de la polyarthrite rhumatoïde. On veillera à ne pas dépasser 7 à 10 mg par 24 heures pour éviter les hypercorticismes thérapeutiques et leurs conséquences. Quant aux traitements locaux, nous en avons vu déjà de nombreux exemples. Je les rappellerai simplement. Il faut toujours penser aux infiltrations de corticoïdes retard dans les articulations, dans les gaines synoviales. Nous avons vu aussi les orthèses. Nous avons vu des exemples de synoviorthèses qui sont un apport très intéressant des dernières années. Il faut savoir penser aussi à la chirurgie dans certains cas et ne jamais oublier les aides techniques aux rhumatisants que les malades nous sont toujours reconnaissants de leur faire connaître. Voici un tapis antidérapant sur lequel on peut poser une assiette. L'assiette est aménagée d'un rebord, ce qui évite aux aliments de sortir de l'assiette. La cuillère possède un gros manche pour que l'appréhension soit meilleure. La fourchette est adaptée. Le verre possède lui aussi un support spécial. Et voici une façon bien pratique de se servir à boire. Nous n'avons pu exposer aujourd'hui que quelques-uns des aspects cliniques, pathologiques et thérapeutiques de la polyarthrite rhumatoïde. Mais il y a beaucoup d'autres situations que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, et vous en avez peut-être parmi vos malades, qui posent des problèmes particuliers et qui nécessitent des solutions propres. En matière de conclusion, je voudrais dire que la proportion de malades capables de mener une existence normale ou presque normale est seulement de 25% chez ceux qui se traitent mal ou ne se traitent pas, alors qu'elle est de 75% chez ceux qui bénéficient d'un traitement régulier et constamment adapté à leur état. Il faut savoir aussi que les meilleurs résultats ne peuvent être acquis que grâce à une étroite et confiante coopération entre le malade, son médecin et le spécialiste.